Pourquoi une ville attire-t-elle ceux qui veulent pas mourir, alors qu'elle déborde de vie à chaque coin de rue? Varanasi ne prévient pas, elle impose. À peine franchie dans ces ruelles étroites, le premier choc est visuel. Un corps enroulé dans un drap rouge sang, porté sur une civière de bambou, frôle les passants. Il ne provoque ni panique, ni stupeur. Il fait partie du décor. Ici, plus de 300 crémations ont lieu chaque jour, à ciel ouvert, au bord du fleuve Gange. La mort circule librement entre les cafés, les marchés, les salons de thé. Elle est là, présente, physique, tangible, et personne ne semble vouloir lui échapper. Car mourir ici n'est pas un hasard, c'est un code. Un code transmis, appris, accepté. Ceux qui arrivent à Varanasi savent qu'ils sont venus pour partir. Mais partir dans les règles, pas n'importe où, pas n'importe comment. Il y a des lieux précis, des marches à suivre, des silences codifiés. Même le choix du bois qui brûlera le corps est régi par une hiérarchie sociale ancienne. Plus la caste est haute, plus la combustion est noble. Ce système n'est pas imposé, il est recherché. Parce que dans ce chaos, il y a une promesse, que tout s'arrête enfin ici. Et vous, seriez-vous prêt à mourir dans une ville où l'on célèbre votre départ comme une libération? Et pourtant, au moment même où un corps se consume sur le bûcher, un homme plonge dans le fleuve, les mains jointes, les yeux fermés. À quelques mètres, une femme bat ses vêtements sur une pierre, indifférente à la fumée dense qui s'élève derrière elle. C'est cette juxtaposition brutale qui trouble le regard. Le Gange, dans sa lenteur opaque, sépare les mondes sans jamais les opposer. Sur les Ghats, ces longues marches qui mènent au fleuve, les scènes se superposent. Le deuil, l'ablution, le commerce. Un filet de bois flotte à côté d'une brassée de fleurs. Un enfant rit en courant près d'une civière abandonnée. Rien n'est caché, rien n'est filtré. La vie continue, sans pause, même ici, surtout ici. Il faut avoir marché ces ruelles, entendu les chants fendre le brouillard, senti la chaleur des bûchers à la tombée du jour, pour comprendre que le choc visuel n'est que la surface. La véritable fracture est intérieure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez plus que des images fortes. Vous cherchez à comprendre ce que ce lieu révèle de nous, de nos limites. Alors abonnez-vous. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un fragment d'un monde que peu osent raconter jusqu'au bout. Je vous y emmène. Ces images ne sont que l'entrée d'un labyrinthe plus ancien que nos propres civilisations. Varanasi existe depuis plus de 3000 ans. Et durant tout ce temps, elle n'a jamais cessé d'être habitée. Chaque pierre, chaque fissure sur les murs semble contenir une mémoire que personne n'ose vraiment interroger. On ne se déplace pas ici comme ailleurs. Les ruelles sont si étroites que seuls les piétons et les deux roues s'y risquent. À chaque croisement, il faut négocier l'espace, éviter le contact, se fondre dans un flot humain continu. Les codes ne sont pas écrits, mais ils dictent chaque geste. La ville respire à sa manière, ancienne, désordonnée, vitale. Et dans ce chaos, un équilibre invisible se maintient. Les murs sont recouverts de symboles, de peintures effacées, de regards sculptés qui semblent suivre vos pas. Même dans le bruit, on perçoit une forme d'appel. Comme si cette ville, plutôt que d'accueillir, rappelait ceux qui lui sont destinés. Pourquoi certains lieux semblent-ils murmurer à l'intérieur de ceux qui les approchent? Pourquoi ici, dans ce tumulte, a-t-on le sentiment d'étrange que tout est à sa place, même ce qui dérange? Venez. Il reste encore des lieux que je veux vous montrer. Des lieux que la plupart évitent. Là où la mort n'est qu'une partie d'un système beaucoup plus vaste et plus ancien que tout ce qu'on imagine. Plus on s'enfonce dans cette ville, plus les règles deviennent précises, implacables. Lorsqu'un corps est amené sur les Ghats, tout est codifié. Le bois est pesé, classé, vendu selon la caste,
La manteca ghee imbibe la dépouille pour ralentir la décomposition. Mais ce qui frappe d'abord, c'est le silence du fils aîné. Tête rasée, pieds nus, vêtu de blanc, il marche devant le bûcher sans un mot. Il doit allumer le feu, poser la première étincelle sur le front de son père. Les femmes, elles, n'assistent pas. On les considère trop sensibles, capables d'interrompre la libération de Tatsuya Tsundo, l'âme par leurs émotions. Elles observent de loin, souvent cachées derrière des murs, les mains jointes contre leur poitrine. Et dans ce décor, le regard fixe du fils, vidé de larmes, se plante dans le vide. Qui a décidé que la douleur devait être muette pour être digne? Qui a imposé que l'amour se prouve en silence? Si ce que vous venez de voir vous a bouleversé, montrez-le avec un simple like. La suite est encore plus troublante. Ce fils n'a pas pleuré. Il a exécuté un devoir. Car ici, même, la douleur suit un protocole. Et parfois, cette attente commence bien avant la dernière respiration. Dans un quartier discret de Varanasi, il existe des maisons silencieuses où l'on entre pour ne plus en ressortir vivant. On les appelle « hôtels de la mort », des lieux de charité où l'on peut séjourner gratuitement pendant 15 jours. 15 jours pour mourir. Passé ce délai, si la mort ne vient pas, on vous invite à partir. Ce n'est ni cynique ni cruel. C'est un contrat avec l'invisible. Ceux qui arrivent ici ne cherchent plus à vivre. Ils veulent mourir au bon endroit, au bon moment, selon le bon code. Une mort dans cette ville promet quelque chose qu'aucun hôpital ne peut offrir. Une délivrance. Ce mot, ici, prend un sens bien plus radical. Ils attendent, allongés sur des nattes, parfois seuls, parfois entourés de prières. Ils regardent le plafond, écoutent les bruits du fleuve et ferment les yeux en espérant que ce soit le dernier soir. Vous auriez pensé que des gens puissent planifier leur propre fin avec une telle précision? Dites-moi dans les commentaires ce que cela vous évoque. Serait-ce du courage ou une forme de renoncement? Et restez proches. Car bientôt, je vous montrerai à quoi ressemble le marché de la mort, où l'on vend le dernier souffle au poids de la cendre. Ces maisons de l'attente mènent toutes vers le même endroit. Un escalier, une ruelle, une civière de bambou. Et puis, soudain, les odeurs changent. Le bois frais, coupé récemment, s'empile par tonnes à ciel ouvert. Ce n'est pas un entrepôt, c'est un marché. Ici, la mort s'achète au kilo. Chaque bûcher est tarifé selon le poids et la qualité du bois choisi. Le santal pour les familles nobles, le bois brut pour les plus pauvres. Une balance rouillée décide du prix de la dernière flamme. On paie, on négocie, parfois on supplie. Car tout le monde ne peut se permettre de mourir dignement. Ceux qui n'ont rien dépendent de la générosité d'inconnus. Des dons de bois discrets, offerts pour que personne ne parte sans feu. Même au seuil de la mort, les castes existent encore. Les plus aisés brûlent au sommet des gâtes, là où la vue est pure. Les autres, en contrebas, noyés dans la fumée. Ce que vous voyez ici n'est pas de la tristesse. C'est une structure, une logique, une société qui a codifié chaque étape, même la dernière. Peut-on vraiment parler de fin quand même l'adieu obéit à des règles si précises? Laissez vos impressions dans les commentaires. Ce que vous allez découvrir ensuite ne se pèse pas. C'est ce qu'on tait, ce qu'on évite. La mort qu'on ne crame pas, celle qui flotte et dérange. Mais tout ne finit pas en cendres. Il existe des morts que l'on ne brûle pas, des corps qui ne rejoignent jamais les bûchers, ni les flammes purificatrices. Ici, 5 exceptions sont acceptées, transmises par la tradition. Les enfants de moins de 10 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies rares, les victimes de morsures de serpents et les sages, appelés sadhus. Ces corps sont confiés directement aux Ganges, sans feu, sans bois, sans cérémonie. Ils sont déposés dans l'eau, parfois enveloppés dans un tissu blanc, parfois simplement lestés de pierre.
Ce matin-là, sur une barque, je longeais la rive lorsque le silence s'est figé. Flottant à quelques mètres, un corps d'homme, encore intact, les bras dressés vers le ciel, rigide, le visage immergé, les jambes tendues. Il venait d'être relâché. 3 bateaux passaient à ses côtés. Personne ne s'arrêtait. Personne ne détournait les yeux. Rien ne semblait anormal. Le corps faisait partie du fleuve, comme une branche ou un filet. À ce moment précis, j'ai compris qu'ici, la mort n'est pas une exception. Elle est intégrée, visible, quotidienne. Mais certaines images ne disparaissent jamais. Et vous? Seriez-vous capable de rester calme en croisant un cadavre dans l'eau? Diriez-vous que c'est une forme d'acceptation ou une défaillance de notre humanité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Ce que nous allons voir maintenant est encore plus tabou. Une présence qu'on ne touche pas, qu'on ne nomme presque jamais, et qui fait reculer même ceux qui vivent parmi les morts. Certains corps flottent, d'autres marchent entre les flammes sans que personne ne les touche. Un silence brutal s'est imposé quand il est apparu. Les vendeurs ont figé leurs gestes, les passants ont écarté leur route. Un agori venait de surgir, nu, couvert de cendres, le regard absent. On dit qu'il mange ce que personne n'ose regarder, qu'il médite d'assis sur les bûchers encore tièdes. Leur présence ne provoque ni cri, ni panique. Elle impose le vide autour. Ils incarnent ce que la ville ne contrôle pas, ce qu'on ne regarde jamais trop longtemps. Et pourtant, c'est en les suivant qu'on découvre ce qui brûle, sans jamais faire de fumée. Ils disparaissent dans la foule comme s'ils n'avaient jamais existé. Et à mesure que la nuit tombe, la ville change de visage. Là où le silence des agoris avait figé le temps, une autre forme de présence s'élève. Des milliers de silhouettes se regroupent lentement sur les gâtes. Les escaliers vibrent sous les champs. Les tambours résonnent au rythme d'une ferveur ancestrale. Au centre, les prêtres tournent des flammes dans le vide, les bras tendus vers le fleuve. Le Ganga Aarti commence. Les barques s'agglutinent sur l'eau noire. Chacun veut voir. Chacun veut sentir. La lumière danse dans les airs, se reflète sur les visages, inonde les regards. Ce n'est plus une cérémonie. C'est un souffle collectif. Un instant suspendu où la ville entière semble retenir son souffle. Les vivants, les morts, ceux en partance et ceux qui observent, tous réunis dans un même éclat. Peut-on vraiment parler de mort dans une ville qui s'illumine ainsi chaque soir? Est-ce un adieu ou une forme de renaissance quotidienne? Dites-moi en commentaire ce que ce moment vous inspire. Car au-delà des flammes et des chants, une vérité bien plus ancienne persiste. Celle d'un fleuve qui, jour après jour, avale les secrets de ceux qui l'approchent. Et demain matin, à l'aube, nous irons voir ce que ce fleuve révèle à ceux qui osent s'y refléter. Dans cette ville où tout brûle sauf le mystère, la mort n'est pas un effondrement. Elle est passage. Le Gange reçoit les cendres comme d'autres signent un départ. Pour les hindous, c'est le moksha, la fin d'un cycle infini de renaissance, la rupture définitive avec l'illusion du monde matériel. Ici, mourir n'est pas perdre, c'est enfin s'extraire. Chaque flamme, chaque immersion, chaque silence sur les marches devient un acte de délivrance. Et vous, avez-vous déjà envisagé la liberté comme un adieu définitif à tout ce qui vous retient? Si cette traversée vous a touché, abonnez-vous à ce canal. Partagez cette réalité avec ceux qui, peut-être, n'ont jamais vu la mort comme un lieu de survie.